Bonjour Jean-Christophe Ruffin. Bonjour. Écrivain, médecin, aventurier, diplomate, prix Goncourt. Vous êtes l'homme de toutes les passions et vous voici de retour avec un roman chez Gallimard. C'est Le Tour du monde du roi Zibeline. C'est un roman initiatique, un roman d'aventure, une passion pour un personnage qui a vraiment existé et qui, dites-vous, vous hante depuis 20 ans. Il me hante, c'est-à-dire que je l'ai en effet rencontré en Pologne parce que c'est un personnage originaire d'Europe centrale et élevé en français. Il a écrit ses mémoires d'ailleurs en français, mais il est plus connu, et sa mémoire a été perpétuée en Pologne et dans les pays de l'Est. Donc je l'ai rencontré là-bas, si j'ose dire. Et depuis, en effet, j'ai souvent pensé à écrire sa vie, à lui donner une vie, si je puis dire. On est donc au XVIIIe siècle, c'est un petit noble élevé par un précepteur français qui va connaître une vie incroyable. Oui, je pense que c'est une des villes les plus étonnantes qui soit dans cette époque, mais il a fait en effet le tour du monde. Il a fait le tour du monde un peu contre son gré, parce qu'au début, il est allé juste combattre en Pologne, c'était pas très loin, contre les Russes. Les Russes l'ont déporté en Sibérie, là il s'est évadé en prenant un bateau avec 80 personnes. Un bateau, il amène du monde, c'était une épopée. Hein. Voilà, et alors c'est surtout là qu'il a rencontré la femme de sa vie, qui va avec lui raconter cette histoire. C'est une histoire à deux voix, et ça j'insiste beaucoup. C'est ce qui m'a plu dans la manière que j'avais envie de raconter cette histoire comme ça, avec sa voix à lui, mais pas seulement, aussi la voix de cette femme qui l'accompagne dans tous ses voyages et qui va partager avec lui ses aventures. C'est une aventure picaresque, c'est une histoire d'amour. Ouais, derrière ça, il y a la passion. Il y a la passion, il y a la passion, il y a la découverte, il y a le XVIIIe siècle avec ses ambiguïtés. C'est à la fois le siècle de l'esclavage, de la traite, etc., mais c'est aussi le siècle des Lumières, le siècle de la libération, le siècle où Diderot envisage les relations avec les peuples qu'on découvre dans ces îles, un peu partout, à Tahiti et ailleurs, autrement, avec un respect certainement beaucoup plus grand qui n'existera par la suite. Oui. C'est une espèce de période peut-être de grâce dans notre histoire. Oui, alors le livre commence, il est reçu par Benjamin Franklin, fondateur des États-Unis, qui lui dit mais qu'est-ce que vous faites? Qui êtes-vous? Voilà. Il répond je suis roi. Voilà, il est vieux, Benjamin Franklin, il est rentré aux États-Unis, il pense qu'on va lui faire un triomphe, mais finalement, il est un peu laissé dans son coin, il s'ennuie, il reçoit des solliciteurs. Puis ouais, c'est ce couple qui arrive là d'Europe et qui vient le voir. Et en effet, il dit qu'est-ce que vous faites, monsieur? Alors, il dit je suis roi. Voilà. Et, je suis roi, mais je ne veux pas le rester. Et je ne veux pas le rester parce qu'il vient en fait demander l'appui des Américains, et ça c'est tout à fait historique. Hein. En fait, c'est auprès de Washington qu'il est venu d'ailleurs. On a les archives de ces rencontres d'Auguste avec George Washington, mais il a rencontré aussi Benjamin Franklin à Paris, et il vient demander aux États-Unis de l'aider à faire en sorte que Madagascar se défende contre les Français, alors qu'il en est devenu le roi, en tout cas d'une partie de l'île, probablement pas de la totalité de l'île, pour que cette île soit indépendante et se dote d'une constitution libre sur le modèle de la constitution américaine au XVIIIe siècle. Incroyable conte philosophique. On a dit c'est un peu le conte des mille et une nuits d'un côté, le conte philosophique de l'autre. C'est ça ce roman. Mais parce que le XVIIIe siècle a inventé justement, ou en tout cas énormément aimé le conte philosophique. C'est les Lettres persanes de Montesquieu, c'est les contes de Voltaire, c'est les mille et une nuits. Et j'ai voulu retrouver un peu cet esprit. C'est pour ça qu'il y a ces deux voix qui racontent. Et puis Franklin, qui est un peu dans la position du sultan qui écoute Scheherazade, il a mal partout, il est vieux, mais il y a du feu dans la cheminée, il y a une tasse de thé qui fume, et tant qu'on lui raconte une histoire, il est heureux et il oublie ses douleurs. Voilà. C'est ça qui fait tout le charme de ce siècle étonnant. Et alors, il y a ce personnage féminin, quand je dis incroyablement fascinant, parce que c'est un livre, finalement, où la femme est très importante. Oui, parce que d'abord, Beniowski, Auguste, a toujours été accompagné dans toutes ses aventures d'une femme. Il a partagé cette vie, pourtant vraiment d'aventure et de danger, avec des femmes. Et grâce à cette femme, à Aphanasie, cette jeune Russe qui était la fille du gouverneur en Sibérie, là où il a été déporté, c'est grâce à elle qu'il a pu s'évader, c'est avec elle qu'il s'est évadé. Et ensuite, elle partagera sa vie. Et surtout, elle me permet en tant que romancier, si vous voulez, de varier les voix, de varier les positions par rapport à cette histoire. C'est pas seulement un type qui fait la guerre, qui va se balader. Non, il y a quelque chose de plus profond à travers elle qui transparaît.
Voilà. Et vous prenez, vous, les deux voix, la voix masculine et la voix féminine. Bah oui, parce que je crois qu'on a en nous les deux sexes, si je puis dire, en tout cas dans la sensibilité. Et c'est justement, pour un romancier, très important d'être capable de se mettre à la place de l'autre. Oui. Je sais qu'aujourd'hui, ça se fait moins, parce qu'aujourd'hui, on aime bien raconter sa vie. Moi, j'aime raconter la vie des autres, de tous les autres. Un grand roman d'aventure, d'émotion, qui passe aussi par Paris. Et Oui. on y découvre ce Paris des Lumières, ce Paris extravagant de l'époque. Oui, ce Paris qui vont connaître deux fois, parce qu'ils le connaissent quand ils arrivent, après s'être évadés en passant par la Chine, etc., ils découvrent Paris. Et à ce moment-là, Paris est encore naïf, c'est-à-dire que les Parisiens sont avides de découvertes. Et ils les reçoivent avec cette curiosité qu'on réserve à ce moment-là aux explorateurs, à Bougainville, aux autres. Qu'est-ce que vous avez vu? Qui avez-vous rencontré? Puis quand ils reviennent, 10 ans plus tard, c'est déjà le Paris pré-révolutionnaire, c'est déjà le Paris de la crise, et c'est surtout le Paris de la puissance, c'est-à-dire qu'on ne s'intéresse plus aux autres peuples pour les découvrir, mais pour les conquérir. Et les choses auront beaucoup changé. Oui. C'est un peu la fin d'un monde. Oui, c'est la fin d'un monde. Un autre monde qui commence. Oui. Et puis aussi, finalement, qui nous parle à nous aujourd'hui, de ce monde-là, finalement, des rapports Nord-Sud, du rapport des peuples entre eux. Et des rendez-vous manqués de l'histoire, parce que d'une certaine manière, ce XVIIIe siècle était riche d'autres histoires possibles. Et finalement, le XIXe siècle qui va suivre, qui sera le siècle un peu de la hiérarchie des civilisations, de la hiérarchie des races, du positivisme, va écraser tout ça et transformer tout ça en conquête, en colonisation, en choses, ce qu'on a connu, c'est-à-dire cette violence. Le XVIIIe siècle est beaucoup plus ambigu, et un personnage comme celui-là dessine une autre voie possible. D'ailleurs, les Malgaches s'y sont pas trompés, parce qu'il y a des rues qui portent son nom à Tananarive et dans d'autres villes de l'île. Ils ont bien reconnu en lui quelqu'un qui n'était pas un conquérant, mais quelqu'un qui venait se battre avec eux et pour eux. Oui, Le Tour du monde du roi Zibeline, Jean-Christophe Ruffat, un livre formidable. Vous avez accompagné un autre Tour du monde, en 80 jours cette fois. C'est publié aux éditions des Saints-Pères, c'est Jules Verne. C'est les manuscrits. Oui. Incroyable manuscrit. Hein. Oui, 2 manuscrits d'ailleurs. Et ça, c'est fascinant. Ce livre-là, encore aujourd'hui, donne envie. Oui, moi j'ai juste fait la préface pour le présenter, pour montrer son actualité et l'actualité du manuscrit. Parce que le fait de se référer au manuscrit de Jules Verne écrivait évidemment à la plume, c'est une manière d'insérer cette œuvre dans son époque. Parce qu'aujourd'hui, faire le tour du monde en 80 jours en soi, c'est pas extraordinaire. C'est même long. À l'époque, oui. Mais si vous comparez les deux tours du monde, Beniowski, Auguste, là, il a fait le tour du monde avec sa femme, ils ont mis 3 ans pour faire le tour du monde. Mettre 80 jours, c'était déjà entrer dans la modernité. Et c'était déjà, finalement, répandre et installer sur le monde une espèce de toile, de chemin de fer, de lignes de bateaux, etc. C'est déjà le monde moderne avec aussi quand même sa face noire. Car, évidemment, cette Angleterre sur l'empire de laquelle le soleil ne se couche jamais est une grande puissance impérialiste et colonialiste de son époque. Oui, vous diriez, Jean-Christophe Ruffat, il faut retrouver ce goût de l'aventure, ce goût de ceux qui partaient, découvrir le monde, dessiner des cartes, et finalement se dire, le monde, on ne le connaît encore pas complètement. Je pense que le monde redevient opaque d'une certaine manière. C'est-à-dire que là, disons, c'est en tant qu'humanitaire et ancien dirigeant de grandes ONG que j'en parle. Il est de plus en plus difficile aujourd'hui d'envoyer des volontaires dans certaines zones du monde. Vous ne pouvez pas envoyer des médecins dans le Sahara. Beaucoup d'endroits aujourd'hui redeviennent opaques, redeviennent interdits d'une certaine manière. Et on retrouve au fond cette position qu'on avait au XVIIIe siècle, c'est-à-dire d'avoir devant nous des terres inconnues qu'il devient évidemment passionnant d'essayer quand même de comprendre. Oui, mais le monde est là. Et dans ce livre, on voit bien cette concurrence que se livrent les nations pour la conquête. Et finalement, on en est encore là aujourd'hui de ça. Et on dit le monde est là. Ben, la conquête, elle a eu lieu, si je puis dire, et on voit encore cette notion de zone d'influence et de partage des zones d'influence. Alors, évidemment, on est dans l'après de tout ça, mais depuis la fin de la guerre froide en particulier, ce qui me frappe, c'est qu'il y a de nouveau des zones qui, je dirais, d'une certaine façon, n'intéressent personne.
et dans lequel on accepte finalement, ça a commencé avec la Somalie ou avec certaines régions comme ça, où on accepte que le chaos s'installe et que finalement des taches blanches de nouveau se dessinent dans nos cartes. C'est très étonnant, c'est un peu le privilège de l'âge. Moi je suis entré dans le monde à une époque où il était entièrement, si je puis dire, connu, quadrillé. Et aujourd'hui, on n'a jamais tant parlé de mondialisation, alors que finalement, cette mondialisation, elle intéresse certains points du globe, mais il y en a d'autres qui, finalement, nous échappent complètement. Merci beaucoup Jean-Christophe Rufin. Ça s'appelle donc Le Tour du monde du roi Zibeline. C'est votre nouveau livre événement publié chez Gallimard. Je signale Le Tour du monde de Jules Verne, qui également est publié. Merci beaucoup Jean-Christophe Rufin d'avoir été avec nous.